Salut, ici Max! Les rendez-vous pour le premier roman ont deux catégories. Donc, ils ont la catégorie de romans canadiens et québécois et hors Canada. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette deuxième catégorie-là. Les Européens font ça un petit peu différemment parce qu'ils ont une présélection, une liste d'environ 40 titres qu'ils publie. Elle est annoncée, je pense, pas mal en même temps que les romans québécois sont annoncés eux aussi. Donc, que les 8 romans québécois sont dévoilés. On a une liste de 40 titres de romans hors Canada qui sont dévoilés sur le site des rendez-vous du premier roman. Donc, moi, aujourd'hui, ça va se passer en deux temps. Je voulais pas juste réagir à l'annonce des 8 titres, je vais regarder les 40 titres qui ont été mis de l'avant, qui sont en liste pour être choisis, pour être lus par tous les clubs. Donc c'est ça que j'ai fait, j'ai regardé tous les titres, je les ai mis en ordre alphabétique de maison d'édition parce que j'aurais pas pu faire le même travail que j'ai fait pour les romans québécois. Il y a beaucoup de maisons d'édition et c'est pas nécessairement juste la France, ça peut être de plus loin tant que ce sont des ouvrages écrits en français. Je connais pas nécessairement là, tous les barèmes autour de l'inscription puis quels romans peuvent être choisis, mais en tout cas, tu sais, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de maisons d'édition en Europe, donc je suis partie de la liste, j'ai les 44 titres à vous présenter, je vais vous faire un mini résumé, je vais vous parler des notes. Je suis allée faire un tour sur Babelio et j'ai sorti toutes les notes. C'est sûr qu'il y a des romans qui ont, tu sais, pas beaucoup de notes, et je voudrais que comme le plus haut, c'est moins de 200. Donc, tu sais, c'est relativement significatif, mais quand même, c'est pour s'amuser. Donc, je vais vous parler des romans qui ont le plus été notés sur Babelio, les romans qui ont les meilleures moyennes et les romans qui ont les pires. Puis, rapidement comme ça, je vais vous donner mon appréciation. Ça va être la première partie. Puis, en deuxième partie, je vais réagir à l'annonce des 8 titres qui seront lus dans le cadre du club de lecture. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. J'ai aucune idée des romans qui seront choisis pour être lus, la sélection finale. Donc, c'est pour ça que je regarde les 44 titres et je vous en parle un petit peu. Peut-être que ça va vous donner envie d'en lire quelques-uns parce que moi, définitivement, il y en a une couple qui m'intéresse. J'espère qu'ils seront choisis à la fin de tout ce processus. Donc, la première maison d'édition, c'est Bartilla et le premier titre, c'est Tout s'écoule d'Antoine Vigne. Donc, dans ce roman-là, on va assister à la rencontre de deux hommes à Détroit lors d'un week-end. L'un est pilote, l'autre est conservateur de musée. Ils ont 20 ans d'écart et ils ne se reverront peut-être jamais. Donc, voilà la prémisse de ce roman-là. Ça me semble, ma foi, assez intéressant. Il n'y a qu'une seule note sur Babelio. C'est un ouvrage qui a été publié en août, donc malgré tout assez récent, et il y a une note de 3 sur 5, donc assez moyen. La prochaine maison d'édition, c'est Belfond. Le titre, c'est Pourvu que mes mains s'en souviennent, écrit par Quentin Hébrard. Dans ce roman-là, on est dans un pensionnat, donc il y a certains pensionnaires qui sont là de leur plein gré et d'autres qui sont là de force. On va être dans la tête de Louise, donc ça va être elle, notre protagoniste, qui broie du noir, qui est pas très heureuse d'être là. On va être au courant de mauvais traitements, d'utilisation de médication pour abrutir certains pensionnaires et aussi certains autres qui vont tout simplement disparaître. L'obsession de Louise va tourner autour de sauver sa peau. Encore une fois, je trouve que c'est un ouvrage qui a l'air poignant. Il y a une quarantaine de notes sur Babelio et la moyenne est de 3,88, donc pas si haut que ça quand même. On continue avec Le bruit du monde. Le titre, c'est De minuit à minuit de Sarah Mishkin. J'espère que ça se dit comme ça. Donc, après avoir perdu la garde de sa fille, une mère va écrire une longue lettre à celle-ci, lui expliquant ses traumatismes et sa fragilité, qui ont fait en sorte qu'elle a décidé de renoncer à élever sa fille pour éviter le cycle de l'addiction et de la violence. Et de la violence de l'addiction. C'est encore une fois un ouvrage qui a vraiment poignant. 26 notes sur Babelio et une moyenne de 4,35 sur 5. Pour la maison d'édition Buchet-Chastel, il y a deux titres.
J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort d'Adèle Fugère, où on suit une protagoniste de 8 ans qui se nomme Rosalie et qui sent peser sur ses épaules toute la tristesse du monde. Et ça a l'air un petit peu particulier comme ouvrage parce que ça dit qu'un matin, sans prévenir, Jean Rochefort et sa moustache vont changer son regard. Donc, j'ai pas réussi à en savoir plus. Je ne suis pas convaincue par ce résumé, mais bon, on peut toujours être surpris. La note est de 3.42 et il y a 91 notes sur Babelio. Le deuxième titre, c'est La Vénus au parapluie de Thibaut Gaudry. Donc, ça dit qu'il pleut. Elle a un parapluie, lui en a pas. Un dimanche soir, devant l'enseigne d'un cinéma d'art et d'essai de la capitale, elle l'invite à s'abrier. Et c'est la foudre qui soudain s'abat sur lui. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va avec une telle prémisse. Il y a 30 notes avec une moyenne de 3.55. Chez Calment Lévy, on a Nuit nigériane de Mélanie Birgelen. Donc, depuis qu'il est tout petit, Olujimi espère percer dans l'univers de la mode. Lorsqu'il apprend sa sélection à la Fashion Week de Berlin, le jeune styliste nigérian pense toucher son rêve du bout des doigts. Donc, il y est, hein? Et pourtant, il va paralyser, il va se taire, va fuir amis et famille. Sa page Instagram va exploser, des commentaires élogieux, des messages de haine aussi. Dans une société très homophobe, Olujimi va clamer sa liberté sexuelle et va en payer le prix, celui de l'intolérance. Donc, il y a 29 notes pour ce titre, avec une moyenne de 3.9. Pour la maison d'édition Cherche Midi, on a le titre Cordillera de Delphine Groas. On va suivre la famille Silva qui habite au Chili au début du 20e siècle. La famille, elle est respectée et crainte dans le village et il y a beaucoup de mystères autour de cette famille-là. Ils ont vécu beaucoup d'épreuves, la colère de la terre, la violence des hommes, la mort, le traumatisme de la guerre. Le clan fait face, soudé par un amour pudique. Il y a 40 notes avec une moyenne de 3.76. Pour la maison d'édition de Noël, on a le titre Feu le vieux monde de Sophie Vandeveugle. On est dans la petite ville de Bas-les-Monts et elle a subi la mobilisation de ses jeunes et vit depuis au rythme des avions et sous la menace. C'est un été caniculaire et il y a de multiples incendies. De ce que je comprends, on va suivre ces personnes-là qui sont appelées à combattre le feu. Nino, Joseph, Lemoineau et d'autres. Et au travers de ces épreuves-là, ils vont découvrir la camaraderie de la troupe et les limites de la docilité. Ils vont faire front commun pour combattre les feux, pour sauver la forêt et possiblement aussi la faune. Donc, c'est un ouvrage qui a juste 5 notes, malgré qu'il a quand même été publié au mois de mai. Et c'est la pire note de Babelio avec 2.9. Donc, tu sais, moi-même, je suis pas trop vendue par le résumé. Si c'est un des choix, ben on verra ce qu'on fait avec ça. Pour les éditions des Équateurs, on a le titre Au sol de Charlotte Milandry. On va suivre une protagoniste qui se nomme Claire, qui n'en peut plus de sa vie rangée et sans surprise. Donc, on va suivre une femme qui a envie de s'émanciper, qui a envie de changer les choses, de sortir de son quotidien avec passion et violence dans une quête de l'extrême. Ça dit tout et rien. Donc, juste 6 notes, c'est un ouvrage qui a été publié à la fin du mois d'août avec une moyenne de 3.67 sur 5. On continue avec Fayard, Mon fantôme de Mehdi Ouraoui. Rachid Taha, c'était une star des années 1990, va demander à Mehdi d'annoncer sa résurrection au monde entier. Ça va bousculer la vie de Mehdi, son quotidien bien rangé de père quinquagénaire et divorcé. En échange de son aide, Radi va lui proposer ce qu'il veut. Dis-moi ce que tu veux, puis je vais m'assurer que tu l'aies, que ça se passe. Et Mehdi, qui est un professeur de latin reconnu, va demander un manuscrit disparu de Cicéron pour lequel il a une étrange obsession. Ce dit manuscrit se nomme la Consolation. De ce que je comprends, on va savoir, on va découvrir jusqu'où Rachid est prêt à aller pour son nouvel ami.
Il y a 13 notes, ça a été publié à la fin du mois d'août, une moyenne de 3,27 sur 5. Encore une fois, pas super haut. On continue avec Flammarion, J'ai tout dans ma tête de Rachel Arditi. Lui, il est peintre, sa fille, elle est comédienne et on les considère comme de doux rêveurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est un net penchant à éviter un contact trop brutal avec la réalité. Esquive, subterfuge et mise à distance, tout est permis pour ne pas se heurter au réel. Donc, je sais pas trop de quoi ça va parler, cet ouvrage-là. Il y a 36 notes, donc quand même, on n'est pas au-dessus des 100, quand même pas beaucoup de notes, avec une moyenne de 3,6. Pour Gallimard, on a plusieurs titres. Donc, le premier, c'est Les conditions idéales de Mokhtar Hamoudi. On va suivre un protagoniste qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance, donc dès son plus jeune âge, Skander, son petit nom. Il est curieux de tout, passionné par la lecture, mais son destin va basculer lorsqu'il va atterrir à Courseine, en banlieue parisienne, chez la redoutable Madame Khadija. Puis au collège, malgré tout, il va être entraîné par les jeunes du grand quartier qui vont abîmer, qui vont abolir sa boussole morale. La rue va devenir son royaume, puis ça va l'éloigner de plus en plus de ses rêves d'enfance. Ça a l'air, encore une fois, très touchant. 37 notes avec 3,32 comme moyenne. Encore une fois, pas super élevé. Le deuxième titre, c'est Miss Atomique de Laure Coromine. On est à l'été 1957 à Saint-Georges dans l'Utah. Et il y a des essais nucléaires dans le désert voisin du Nevada. Pour soutenir ces essais-là, la ville va organiser un concours de beauté Miss Atomique. Pour Tom, qui a 13 ans, puis ses amis, la vie va avoir des allures de fête. Pour Maxine, sa sœur, elle va s'inscrire au concours, sauf que les réjouissances vont tourner court. Les adolescents vont être confrontés aux douleurs de la vie et à la violence des adultes. 17 notes seulement, mais une moyenne plus haute que ce qu'on a vu pour le moment de 4,24 sur 5. Prochain titre, Par-delà l'oubli d'Aurélien Cresly. Donc, on est en décembre 1941. René Blum est arrêté à son domicile avec le concours de la police française au cours d'une vaste rafle de notables de confession juive. Il va être déplacé dans les camps d'internement français à Auschwitz, où il va perdre la vie. Donc, on va découvrir les multiples facettes de ce personnage historique méconnu, dont l'engagement pour son pays fut considérable. Il y a 24 notes, mais la moyenne est de 4,4. C'est la 4e meilleure note de tous les titres dont je vais vous parler. On continue avec Avalanche de Raphaël Haroche. Donc, on est à l'automne 1989. Après l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, un collégien va être en perte de repère et va être placé en pensionnat avec son petit frère. Un pensionnat pour familles riches perché sur le haut d'une montagne. Par contre, vous comprendrez que la vie ne sera plus jamais comme avant. Cet ouvrage, 142 notes, donc le 3e ouvrage avec le plus de notes, pour une moyenne quand même basse de 3,16. On continue avec Un pas de deux de Javier Santiso. Donc, dans ce roman-là, on va faire le portrait d'Edward Hopper à travers les yeux de sa femme, qui elle aussi est artiste. Joséphine réalise le constat d'une existence à l'ombre d'un homme pour lequel elle a tout sacrifié. Cet amant qui ne cessait de s'éloigner, elle ne l'a retenu qu'en devenant son modèle et en devenant toutes les femmes à la fois, à défaut d'être la sienne. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est un ouvrage qui a 8 notes, malgré qu'il a été publié au mois de mars avec une moyenne de 3,5. Désolée si le cadrage est un petit peu différent, ma caméra a manqué de batterie, donc on était rendu au dernier ouvrage chez Gallimard qui se nomme Les guerres précieuses de Perrine Tripier. Donc on va suivre une femme, notre protagoniste va décider de passer toute son existence dans sa grande maison d'enfance, là où elle y a vécu tant de joie. Avant de choisir définitivement l'apaisement, 3 petits points, la mort,
Elle nous entraîne dans le dédale de sa mémoire en classant ses souvenirs par saison. Je sais pas trop quoi penser de ça. Est-ce qu'on parle d'une femme qui va bientôt mourir, très vieille? Je ne sais pas. C'est un peu mystérieux. C'est un ouvrage avec 141 notes, une moyenne de 4,22. Quand même assez élevé par rapport à ce que j'ai noté, mais il ne se classe pas dans les 5 meilleures notes de toute la liste. Pour la maison d'édition Globe, j'ai La voix de Sita de Cléa Chakraverty. Donc, on est en Inde en 2022. Le pays va s'apprêter à commémorer le 10e anniversaire de la disparition de Nirbhaya, une jeune femme qui a été victime d'un viol barbare dans un bus de New Delhi. Madhu Chandra Dev Singh va vraiment être consterné par l'attitude des responsables religieux et politiques face aux violences faites aux femmes dans son pays. Il est avocat de province, donc il va décider de porter plainte contre le dieu Ram. Selon lui, les violences subies par les femmes indiennes s'enracinent dans une vision sexiste du Ramayana, un texte fondateur de la mythologie hindoue, qui minore les actes violents de Ram et fait de son épouse Sita une victime perpétuelle. Ça a l'air vraiment original comme ouvrage. Il y a 21 notes, c'est de 4,19 sa moyenne. Chez Grasset, on a Jin de Senabu Sonko. On va suivre une protagoniste qui se nomme Penda, P-E-N-D-A. Elle va apprendre que son ami Jimmy est hospitalisé après une garde à vue. Sa mère est introuvable, alors le médecin va chercher à contacter sa grand-mère qui se nomme Mamie Pirate, qui est aussi la voisine de Jimmy. Mais là, ça va vraiment pas parce que Penda elle-même vient de se faire virer de son emploi qu'elle a depuis la fin de ses études, donc elle travaille dans une petite supérette. Donc là, comme nouvel emploi pour trouver autre chose à faire, elle va décider, ou elle pense en tout cas, à rejoindre le cabinet de guérisseuse de Mamie Pirate. Mais pour faire ça, il faut que sa grand-mère l'initie au Bwiti, qui est une cérémonie traditionnelle gabonaise qui consiste à entrer dans un autre état de conscience. Donc pour sauver son ami Jimmy, Penda va se lancer dans cet apprentissage, mais il est compromis par un être qu'elle a la faculté de ressentir depuis sa tendre enfance, son djinn. Donc on va être à cheval entre deux cultures, deux visions du monde. Penda va se questionner sur ses propres croyances et sur la maladie mentale dont Jimmy est atteint. Il y a 24 notes avec une moyenne de 3,85. Pour Héloïse Dormesson, on a... Dormesson, ouais, j'imagine que ça se dit de même. On a La colère et l'envie, écrit par Alice Renard. Isor n'est pas une enfant comme les autres. Et les gens autour ont des mots très méchants à son égard, idiote, attardée, différente, spéciale. Ils donnent leur avis, mais ils ne sont définitivement pas là pour l'aider. Une vie en huis clos va se construire autour de cette petite fille sans filtre, mutique, refusant toutes les normes. Puis, Isor va rencontrer Lucien, un voisin septuagénaire. Entre ces âmes farouches, le coup de foudre est immédiat. Et là, moi j'ai une petite question, parce que ça dit qu'Isor a 16 ans. Qu'est-ce qu'on parle de coup de foudre amical? J'aurais aimé ça que ça soit spécifié parce que je suis pas bien à l'aise avec ça. En tout cas, leur rencontre va être forte et ils vont se réinventer une vie à deux. Sauf que Lucien va avoir un grave accident et ça va faire en sorte que l'adolescente va fuguer aussitôt en Sicile pour accomplir une mission pour son ami mourant. En chemin, elle va rencontrer un monde assez vaste pour elle. Je sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Donc 104 notes quand même avec une moyenne de 4,15. On est dans le 4 déjà, c'est pas pire. Chez Hervé Chopin, on a Célestine de Sophie Wooters. On est dans les années 60, quelque part dans la France profonde. On va suivre Célestine, orpheline dès sa naissance, qui a été élevée par des parents lointains qui ne voulaient pas d'enfants. 17 ans plus tard, l'adolescente se retrouve devant la cour d'assises des mineurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec la douce et ravissante Célestine, dont l'avenir était vraiment prometteur parce que là, elle est jugée pour un crime dont tout semble l'accuser. Il y a 117 notes pour ce titre avec une moyenne de 3,81.
Chez l'Iconoclaste, on a L'Indésir de Joséphine Tassi. On va suivre Nuria qui vient de perdre sa mère, puis dans les jours qui suivent l'incinération, elle va partir à la recherche de ceux qui ont partagé sa vie et elle va découvrir une femme insaisissable. La jeune femme va revenir sur ses propres souvenirs d'enfance, toutes les promesses, les rendez-vous non tenus et ce mécanisme d'autodéfense qu'elle a développé en se coupant de tout sentiment. Donc ça semble quelque chose de très introspectif. 54 notes avec une moyenne de 3,57. Chez Des Instants, on a À ceux qui ont tout perdu d'Avril Bénard. La première question, c'est comment peut-on faire en 1 heure le bagage de toute une vie? Donc, c'est la guerre. Les soldats ont l'ordre d'évacuer les civils qui ne peuvent qu'emporter qu'un seul bagage. Donc, on va suivre de nombreux personnages, puis dans l'urgence, on va avoir le présent et le passé qui vont se mélanger, les êtres qui vont se révéler tels qu'ils sont. Ils vont se demander à quoi ils tiennent le plus, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut laisser derrière, qu'est-ce qui reste après un exode et quel espoir peut encore briller. Donc, ça a l'air quelque chose d'assez touchant. Il y a 12 notes. Ça a été publié le 12 janvier, donc c'est pas énormément pour le fait que ça a fait quand même 9 mois. La moyenne, par contre, c'est la deuxième meilleure de tous ces titres avec 4,54 de moyenne. C'est peut-être prometteur. Chez Julliard, j'ai envie de dire Juilliard. En tout cas, Le retour de janvier de Charlotte Dordor. Donc, on est à La Rochelle, là où le niveau de la mer est très haut et sous contrôle de l'armée. Il y a déjà beaucoup d'habitants qui sont partis, mais Janvier Bonnefoy, il vit encore dans la solitude. Il y a une journée où il n'y aura pas le choix, la ville va être évacuée, donc Janvier va décider de retourner chez lui. On va donc suivre sa route physique et psychologique vers la Lausière. Il va faire des rencontres et des détours et il va être confronté à des choix. Donc 42 notes sur Dabelio, une moyenne de 3,82. Chez Lattès, on a Je me souviens de Fallujah, de Fera Alani. On est au début des années 1970. On va suivre le jeune Rami qui va décider de fuir la dictature de Saddam Hussein. Il va être réfugié politique en France. C'est un homme très secret sur son passé. On va le suivre à la fin de sa vie, alors qu'il est hospitalisé. Rami est soudain atteint d'amnésie. Ses souvenirs semblent s'être arrêtés entre l'Irak et la France. Ensuite, c'est le néant. Il a oublié la seconde partie de sa vie, celle de l'exil. Donc, son fils Euphrate va tenter de lui raconter à son tour ce qu'il sait. Ça, encore une fois, là, on est dans les sujets touchants. Moi, là, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans tous ces titres-là. Donc, c'est une moyenne de 4,17 avec 96 notes. Toujours dans la même maison d'édition, on a Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès. Donc, c'est librement inspiré de la photographie qui représente une femme tondue tenant un nourrisson dans ses bras, qui a été prise par Robert Capa le 16 août 1944 à Chartres, au moment de l'épuration sauvage menée par la population française après la Libération. Ce roman va mettre en scène Simone, une femme libre et passionnée qui ne compte pas se laisser abattre par ce déchaînement de haine. Celui-là m'intéresse un peu moins. Je ne comprends pas trop où est-ce que ça va s'en aller. Il y a quand même 127 notes et une moyenne de 4,23. Donc, il ne se classe pas dans les 5 meilleurs, mais il y a quand même une pas pire note pour le nombre de votes. Pour les éditions Liana Lévy, on a Les mots nus de Rouda. Donc, on est entre Belleville et la Brousse. Ben cherche sa place. Il va traverser des années 90, les bouleversements du monde, les luttes sociales qui secouent le pays. C'est un roman combatif et mordant sur le clivage et les failles de notre société, tendre et poétique sur les amitiés indéfectibles et l'amour pour toujours. Ça me dit pas grand-chose. Il y a 33 notes avec 3,85 de moyenne. Chez La Manufacture de livres, on a le livre La copiste de Jean-Michel Mestre. Un homme va découvrir un carnet alors qu'il est en train de faire un ménage de vieux cartons de livres qui appartenaient à un grand-oncle libraire. Il y a une couverture cartonnée épaisse avec un tissu sombre, vierge de tout titre.
À l'intérieur de ce carnet rédigé d'une main de femme, il y a une copie de Partage de midi de Paul Claudel qui est datée de 1942 et signée de 2 initiales MS. Ce qui est étrange, c'est qu'à cette date-là, la pièce de théâtre n'avait pas été encore publiée. Seuls quelques exemplaires ont circulé parmi les proches de l'auteur et Partage de midi est une œuvre, pour ainsi dire, interdite. Donc, notre protagoniste va se lancer dans une quête à savoir qui est ce MS qui l'obsède. Il y a seulement 11 notes, même si c'est un titre qui a été publié le 3 novembre 2022, donc et une moyenne malheureusement de 3,41, c'est pas très haut. Chez Minuit, on a L'âge de détruire de Pauline Pérade. On va suivre Elsa, qui a 7 ans, qui emménage avec sa mère dans l'appartement que cette dernière vient d'acquérir. La nuit, sa mère reste éveillée et pendant ce temps, Elsa est blottie sous sa couverture et compte les cloques qui boursouflent le plafond. Une histoire de violence de mère en fille. Et c'est tout ce que j'ai réussi à en savoir. Il y a 112 notes, mais malheureusement, la moyenne est assez basse de 3,36. Chez l'Observatoire, on a Ni pleurs ni pardon de Vincent Quivy. Notre protagoniste croit qu'à 17 ans, on n'est pas vraiment sérieux. D'ailleurs, c'est l'âge qu'il a. Sauf que son père, il est traître à la nation. Son fils se retrouve pris dans un étau. Vivre libre signifie le trahir. Et entre les menaces de mort et les courses-poursuites des plages espagnoles jusqu'au bout de l'Amérique, cette vie a le goût amer de la survie. Il y a seulement 15 notes sur ce titre-là qui a quand même été publié juste en août 2023, une moyenne de 3,7. Chez Le Penseur, on a la rédactrice de Michel Cohen. Notre protagoniste est assise à une table devant son cahier ou un ordinateur, puis elle rédige, elle essaie d'écrire, puis c'est important de savoir qu'elle ne vient pas d'ici. Peu à peu, elle arrive à écrire de plus en plus, elle regarde comment font les autres, elle apprend, elle gagne en habileté, elle écrit pour la radio et la publicité, elle connaît des poètes, elle invente une langue qu'elle brode. Alors, plus rien ne lui fait peur, puis elle se lance avec gourmandise dans l'écriture. Est-ce que c'est l'aisance qui fait d'elle une écrivaine? Non, possiblement juste qu'elle est maintenant une habile rédactrice, tout au plus. Jusqu'au jour où elle prend la plume pour écrire son premier roman. Et là, elle ne sait plus. Alors, la question qui lui vient en tête, c'est: et si l'écrivain était celui qui ne sait pas écrire? Il y a 6 notes, même si ça a été publié le 9 mars, avec une moyenne de 3,92. Ce titre m'interpelle très peu, malheureusement. Chez Phébus, on a l'ouvrage Mamie Loulou d'Aurélia Clément. Mamie Loulou passait son temps dans les livres, absente, rêveuse, silencieuse, ne semblait pas connectée à la vie réelle au point où les gens se demandaient si elle était vraiment parmi eux. Sa petite fille se souvient de sa grand-mère mystérieuse, aujourd'hui qui n'est plus, qui a disparu. Pour briser la loi du silence autour de sa grand-mère, elle va décider d'y inventer une vie. Un premier, un dernier amour, une maternité non désirée, l'abandon, le courage d'une jeune résistante durant la guerre. Elle va y faire toute une vie en forme de roman. Il y a 15 notes sur cet ouvrage avec une moyenne de 4,17. Chez Philippe Ray, on a Le bouclier de Marie de Marie Rebourg. Attention, c'est pas facile. Donc, Marie a été violée à l'âge de 6 ans par un cousin. Instantanément, un système de protection s'est mis en place chez Marie, l'oubli total. Mais ce système de défense a un prix parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de toucher personne ni d'être touchée. Elle peut pas faire de sport de contact, elle peut pas supporter trop de bruit, ni trop de monde, ni s'approcher des garçons. Elle serre les dents au sens propre. Jusqu'au jour où le bouclier craque. Soudain, elle va se souvenir de tout et maintenant, elle a 27 ans. Donc, on va parler de l'amnésie traumatique. Ça a l'air vraiment touchant. C'est le roman avec la meilleure note de tout ce dont je vous ai parlé, avec 4,62 de moyenne, même s'il y a seulement 17 notes sur ce titre qui a été publié quand même
au début février. Donc, il n'est peut-être juste pas mis de l'avant. D'autres titres dans cette même maison d'édition-là, il y a L'allègement des vernis de Paul Saint-Brie. Donc, on va suivre Aurélien, qui est directeur du département des peintures du Louvre. C'est un intellectuel nostalgique et il voit le musée un peu comme un refuge pour se protéger du bruit du monde. Par contre, la nouvelle présidente, Daphné, une femme énergique d'un pragmatisme désinhibé, va lui demander de restaurer la Joconde. À contre-cœur, Aurélien va se mettre à la recherche d'un restaurateur qui va avoir les nerfs assez solides pour cette tâche, ma foi, colossale. Donc, c'est le deuxième ouvrage avec le plus de notes, avec 182 notes, avec une moyenne de 4,12. Chez Paul, on a Mécano de Matthias Philis. Le narrateur va pénétrer dans un monde qu'il connaît pas beaucoup, le monde ferroviaire. On va le suivre dans un parcours initiatique, une formation pour devenir mécano, conducteur de train. Il va faire la découverte du train de manière progressive, de l'intérieur, des entrailles de la machine jusqu'à la tête, la cabine de pilotage. C'est un monde technique et poétique avec ses codes et tout. Donc, c'est ça qu'on va suivre, mais ça me dit pas grand-chose de lire cet ouvrage-là. Il y a 81 notes avec une moyenne de 3,68. Chez Robert Laffont, on a Les Vallées closes de Michael Brun-Arnaud. On se demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, qui est un employé de la mairie, a recueilli chez lui Enzo, un jeune garçon atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence, les préjugés sont rois et on condamne toute forme de différence. La vérité, elle n'est pas importante. Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Donc, Paul-Marie, Enzo et sa mère vont nous livrer leur histoire, passé, présent, se répondre dans un récit rempli de sang, de larmes, de drames, de fatalité, mais aussi de tendresse maladroite et d'amour chuchoté. Il y a 127 notes, mais une moyenne de 3,8. La promesse de Marie de Lattre. On est en 1942, on va suivre Jacques qui a 8 ans. Ses parents sont des artistes juifs immigrés d'Europe de l'Est. Lorsqu'ils sont arrêtés avant d'être exterminés en Pologne, le père de Jacques va écrire à une jeune femme pour la supplier de ne pas oublier l'enfant. Sa mère va formuler la même prière à un de leurs amis. Cette femme et cet homme-là, qui ont été contactés par les deux parents, vont se rencontrer et sauver Jacques. Puis, on va avoir une perspective en 2022 où on va transmettre ce que des Français ont fait dans le secret et le courage. Il y a 89 notes avec une moyenne de 3,72. Chez Sabine Westpieser, je suis pas sûre que ça se dit comme ça, on a Pleine et douce de Camille Froidevaux-Métry. On va suivre Stéphanie qui est chef de cuisine. Elle voulait être mère, mais ne voulait pas de vie de couple. Donc, elle est allée en Espagne pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, qui était impossible en France. Greg, qui est son grand ami de toujours, a accepté d'être le père de cet enfant-là. Dans à peine 2 semaines, la petite Ève viendra au monde, donc on est en train de célébrer cette arrivée. À l'approche de l'arrivée d'Ève, tout le monde va s'interroger sur son existence et la place que son corps y tient. Donc, tout le monde, ça veut dire les sœurs, les nièces, les amis de Stéphanie et Stéphanie elle-même. Cet ouvrage-là, c'est celui qui a le plus de notes avec 196 notes, mais une moyenne de 3,75. On a aussi Les Faiseurs d'anges de Martin Van Workens, où on va suivre Jeanne Blade, qui, il y a 4 ans, a subi un avortement clandestin. Donc là, elle décide finalement à consulter. L'opération est devenue inévitable. Malheureusement, il n'y a rien qui lui échappe des méthodes paternalistes du médecin. À sa sortie d'hôpital, le chirurgien va lui annoncer que sa stérilité sera bientôt irréversible. C'est l'ouvrage, le deuxième ouvrage avec la pire note, avec 3,22, seulement 9 notes. Chez Segar, on a le titre « Et par le pouvoir d'un mot » de Xavier Donzelli. Donc, notre protagoniste a fait des recherches pour retracer l'itinéraire du poème « Liberté » de Paul Éluard. Puis c'est pas mal ça.
C'est le troisième ouvrage avec la meilleure note, donc 4,5 sur 5 de moyenne. Par contre, il y a juste 7 notes, même s'il a été publié le 5 janvier. Chez Serge Safran, on a Bombay de Marie Saglio. On va suivre Shiv qui travaille à Londres pour une firme de recyclage de déchets. Puis sa hiérarchie va l'envoyer à Bombay en Inde, qui est son pays natal, pour une mission d'envergure. Près du bidonville de Grandapur, Shiv va retrouver le bungalow qui abrite sa mère adoptive, Shantiji, et sa famille. Elle va découvrir un pays sous tension, avec des affrontements entre hindous et musulmans. Riches, pauvres, gens corrompus, gens honnêtes, partisans des traditions et partisans du progrès. Désespérée, elle va décider de rentrer à Londres, mais elle va faire d'autres découvertes et ça ne se passera pas si facilement. C'est le cinquième ouvrage avec la meilleure note, avec 4,39. Il y a 23 notes publiées au début janvier, mi-janvier. Chez Seuil, on a La propagandiste de Cécile Desprairies. Donc, on va suivre Cécile, enfant, qui va participer aux réunions de femmes de la famille. Et au travers des discussions, elle va en apprendre un petit peu plus sur sa mère qui se nomme Lucie. Elle aurait eu un grand amour pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se marier avec son père. C'est le troisième ouvrage avec la pire note, avec 3,23 et 75 notes. Et finalement, le dernier ouvrage est chez Vertical de Léna Gare, Tumeur ou Tutu. C'est un ouvrage qui est le monologue d'une narratrice qui transfigure dans une langue inventée les souffrances qu'elle a subies, qu'elle subit et qu'elle inflige. Donc, on raconte le parcours des enfants maltraités et la reproduction de la violence dans leur famille. Encore une fois, un sujet très difficile, un sujet, il me semble, qui est revenu à plusieurs reprises ou dans les mêmes eaux. Il y a seulement 12 notes pour ce titre, qui a une moyenne de 3,79. Aujourd'hui, on est le 26 octobre. Hier, ils ont dévoilé les nominés pour les rendez-vous du premier roman, section hors Canada. Et en regardant les titres, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui n'était pas sur mes listes. Donc là, je me suis dit, ben oui, Boswell, j'ai oublié celui qui a gagné. Mais en regardant la liste préliminaire que j'avais, il n'était pas là. Donc, je suis retournée sur le site des lectures plurielles. Je me suis rendu compte qu'ils ont changé la liste préliminaire, qu'il y en avait une du mois de septembre, mais qu'il y en avait une différente au mois d'octobre. Donc, je sais pas comment fonctionne leur processus, mais dans ma tête, je me disais, ils ont un échantillon de 40, puis là, ils vont diminuer à 20, puis ils vont arriver à 8. Ben non, il y a comme 13 titres qui sont différents, dont je vous ai pas parlé. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe tous les livres qui sont plus finalement en liste? Puis là, je suis comme, la vidéo est faite, elle va être longue. Anyway, elle va être longue pareil. Fait que j'ai décidé de vous parler des 13 autres titres qui ont été rajoutés au mois d'octobre. Et une fois que tout ça sera fait, on parlera des 8 nominés. Embarquez dans ma folie, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous avez au moins un bon temps. Moi, j'ai vraiment beaucoup trop de plaisir à faire cette vidéo-là, à l'organiser, à la monter. C'en est un petit peu obsessif. Donc, pour les 13 nouveaux titres, j'ai décidé de refaire en maison d'édition. Donc, il y en a qui sont peut-être de la même maison d'édition que la première batch, mais je trouvais ça plus simple de le faire en comme 2 parties séparées que d'inclure des clips de moi habillés différemment, en tout cas. Donc, on a la maison Agulot. On a le titre Pour mourir le monde, Diane Lespoux. Donc, on est en 1627 sur la route des Indes. On va suivre 3 héros ordinaires qui vont voir leur destin réuni par une tempête dantesque. Donc, on va suivre Marie, qui s'est réfugiée dans une communauté de pileurs d'épaves sous la coupe d'un homme brutal pour échapper aux autorités qui la recherchent. On va suivre Diogo, qui est orphelin, engagé dans la guérilla portugaise qui tente de reprendre Salvador de Bahia aux Hollandais. Et la troisième personne, c'est Fernando, qui est à Goa. Il est engagé de force dans l'armée portugaise et il met tout en œuvre pour échapper à sa condition.
Donc cet ouvrage a une moyenne de 3,98 avec 66 notes à ce jour. Donc ces titres-là, ils ont des notes et des moyennes plus à jour que les anciens. Ça se peut que si vous allez voir sur Babelio, ça a changé, mais c'est ça la vie. Ah. Donc le deuxième titre, c'est la maison d'édition Almo. Non, pardon, Alma. Donc ça s'appelle Bête à Grava de Sergio Aquindo. On est au début des années 2000. On va suivre Sergio, un dessinateur argentin qui va arriver à Paris avec l'objectif de faire publier ses dessins. Il va chercher un éditeur en même temps qu'essayer d'apprendre le français. En attendant, il faut bien qu'il travaille, donc il va réussir à avoir un travail grâce aux relations de son ami le Chilien, qui est aussi surnommé le Cowboy. Il va être apprenti sur les chantiers parisiens. Cet ouvrage-là a juste 3 notes, même s'il a été publié le 7 avril, et il y a une moyenne de 2,67 sur 5. C'est le titre avec la pire des pires moyennes de tout. Donc, yikes! Chez Arléa, on a V ou la mélancolie de Fabienne Verstraeten. Donc, à partir d'une photographie de funérailles nationales dans les années 1960 en Belgique, l'autrice, Fabienne Verstraeten, va enquêter sur le destin de 2 hommes qui ont été otages de l'histoire. Donc, le premier homme, c'est Aloïs, le père, qui a résidé dans l'ombre et qui a été fusillé par les Allemands en 1943. Le deuxième, c'est André, le fils, qui douta de l'héroïsme de son père et qui sombra dans une indicible mélancolie. Donc, 70 ans plus tard, il va mettre un terme à sa vie et sans doute à sa mélancolie en sautant par une fenêtre de la maison de retraite où il finissait ses jours. Donc, le récit va vaguer autour des générations et on va essayer de découvrir tous ces mystères. Donc, juste une seule note sur ce titre, malgré que ça a été publié le 6 avril, donc une moyenne de 3 sur 5. Chez Calment Lévy, on a un simple dîner de Cécile Clily. Donc ça, c'est un huis clos. On est un soir de canicule en août à Paris. Des couples se rejoignent pour dîner. La soirée va avoir lieu chez Étienne. Claudia, sa compagne, est très timide, même maladivement. Elle a cuisiné toute la journée pour masquer son appréhension de cette soirée. Joard et Rémi sont leurs invités. Ils n'ont pas l'esprit tranquille non plus. Autour de la table, les uns nourrissent des intentions cachées, tandis que les autres font tout pour garder leur secret. L'odeur épicée d'un curry, une veste qui glisse d'un fauteuil, il suffit d'un rien pour que tout bascule. Ce titre-là a l'air très intéressant. Une moyenne de 3,91 et il y a 215 notes. Donc, c'est quand même plus de notes que tout ce qu'on a vu avant, mais ce n'est pas celui qui a le plus de notes de tout. Chez De Noël, on a un autre titre qui se nomme Le Bada de Bernard Stora. Donc, on est à l'automne 1943. On va suivre Jean Costa, qui est couturier prodigieux d'origine juive, et il va se terrer dans la ferme familiale de son amant, Aldo Borzone. Les autres Costa ont fui Nice dès l'arrivée des troupes allemandes en septembre 1943. Jean est contraint d'attendre le Bada, une somme d'argent qui lui est due après la vente de sa maison de couture. Un matin d'octobre, Jean va apprendre que son débiteur lui propose de le rejoindre pour lui restituer la somme. Est-ce que Jean peut lui faire confiance? Donc, ça va être des flashbacks à travers l'Europe entre 1890 et 1940. On va ainsi apprendre à connaître Jean, jeune homme à la personnalité aussi secrète qu'indécise. Il y a juste 4 notes avec 3,5 de moyenne. Chez Élisode, on a Les yeux bleus du désert de Christine Bergougnou. Avec des vidéos longues, ça prend beaucoup de batterie. Donc, on était rendu en Mauritanie. On va suivre un veuf qui est inconsolable parce qu'il ne peut faire opérer ses 4 enfants qui sont aveugles. Il va solliciter l'aide des plantes puis de la prière avant de les abandonner au bord de la route. Chacun des enfants porte en lui un rêve. Le lecteur va se faire emmener dans un conte et dans une réalité emplie d'images, de rencontres où les doutes laissent place à l'espoir.
Au début, j'étais comme vendue, je trouvais ça intéressant, mais là, la fin, je suis pas certaine du tout. Il y a aucune note sur cette œuvre-là, donc rien. Mais ça dit que ça a été publié le 27 octobre, donc il y a quelqu'un qui les a lus en avance, mais c'est audacieux d'avoir un titre qui sort demain, techniquement, parce que demain, c'est le 27 octobre. Je ne sais pas trop. Chez Fugue, on a Dans l'œil de la tempête de Clémence Renard. Donc, on est à Chicago et Chicago se prépare à traverser un violent cyclone. On a Céleste, qui est une jeune femme qui a fui la Louisiane et un père voyeur qui va se barricader. On a Anthony, qui est un incel, un célibataire involontaire, qui va négliger les alertes météo parce qu'il est obsédé par ses tentatives de séduction infructueuses. On a Suzanne, elle, qui est soumise à sa communauté évangéliste, qui va se débattre avec l'œil suprême, celui de Dieu. Donc, on est dans un univers de surveillance généralisée où le contrôle de son image est une injonction implacable. Chaque personnage du roman va se confronter à l'emprise de son propre Big Brother. Donc, est-ce que Céleste, Anthony et Suzanne vont choisir de s'y soumettre ou de l'affronter? Ce roman-là, il y a juste 6 notes, mais c'est lui qui a la meilleure moyenne de tout, section 1, section 2, avec 4,67. Ça a l'air intéressant. Chez Grasset, on a La prophétie de Dali, de Bala Fofana. Bala va voir son monde s'effondrer lorsque son père va abandonner subitement la concession familiale. Jusqu'à aujourd'hui, lui et ses amis jouaient inconscients dans la brousse de l'Ouest malien. Sa mère va quitter le village et va décider d'amener sa progéniture de Caille à Bamako et de Bamako à Paris. Elle souhaite garantir un avenir à ses enfants. Lorsque Bala arrive dans une France froide et inhospitalière, il ne connaît rien des codes de ce nouveau pays et devient à 6 ans la risée de son école et aussi de sa famille. Il y a 8 notes, une moyenne de 4,19 sur 5. Je suis pas sûre de ce que je pense de ce titre-là. Chez l'Iconoclaste, on a Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruet. Ce livre-là, il y a le résumé qui est un pitch ultra vendeur, mais lorsqu'on a le résumé vraiment de quoi ça va parler, c'est pas autant vendeur. Donc, ce qui est marqué en 4e de couverture, c'est un roman qui parle de dépression, de rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux, de crise existentielle et d'alcoolisme mondain. Il nous embarque dans une intrigue à couper le souffle et évidemment, la fin va nous surprendre. Un livre de blagues, contrairement à cette présentation, l'éditeur ayant moins d'humour que l'autrice. Vous allez verser quelques larmes, mais surtout rire, beaucoup rire. Et c'est rare en littérature? Non. Mais ce qui est le résumé de tout ça, en fait, de quoi ça va parler plus précisément, on va suivre Ali qui a la vingtaine, qui vient de rompre avec Alexandre. Sa vie est désormais rythmée par des journées très longues d'ennui au travail et des rendez-vous sans lendemain. Elle se souvient alors d'un certain Nour, une liaison amoureuse sur Internet qu'elle a eue lorsqu'elle avait que 15 ans. Et pour échapper à sa crise existentielle, elle va essayer de le retrouver dans une quête rocambolesque. Donc, j'imagine que ça se veut drôle. Moi, lorsque j'ai ça, je sais pas trop quoi penser de ça. C'est un ouvrage qui a 384 votes. Donc, beaucoup de notes entrées avec une moyenne de 3,55 qui est pas si haut que ça malgré tout. Mais c'est quand même pas le titre avec le plus de notes. Il y en a un qui en a plus encore. Chez l'Olivier, on a Georgette de Déa Liane. Donc, Georgette, c'est une personne qui veille sur les rituels qui scandent la vie de la narratrice et de son frère. Le bain, les repas, le lever et le coucher, les fêtes, les voyages. C'est aussi la seule à savoir comment se débarrasser des serpents et des scorpions. Georgette, c'est comme une seconde mère. Elle est indispensable. Mais socialement, elle demeure une fille, c'est-à-dire une domestique. Je sais pas où me placer avec Georgette. Il y a 45 notes avec une moyenne de 3,84.
Chez Plomb, on a l'expérience de Maurice Barthélemy. Cet ouvrage-là, c'est une quête initiatique au travers d'un écran. On a Léo qui a 45 ans, qui est à 2 doigts du burn-out. Il va entrer dans une salle de cinéma et il est seul avec une femme. L'écran va s'allumer et va l'interroger. « Ça va, Léo? » Et c'est ça. Il y a 33 notes, un ouvrage qui a été publié le 24 août avec une moyenne de 3,38. On n'est quand même pas si haut que ça. Chez Serge Safran, on a La mort porte conseil d'Hervé Paolini. On va suivre Félix Bernardini, qui dirige l'usine de Pont-sur-Rille en Normandie, où il préside la chasse. Il pourrait avoir une retraite paisible. On le respecte, mais tout va se mettre à déraper lorsque le cancer va emporter son épouse. Et personne ne va comprendre pourquoi Félix va se remarier avec une rien de moins qu'infirmière. Ça, j'aime pas bien ça. Pensez donc une femme de 30 ans plus jeune, donc une petite crise de l'âge adulte. Quand elle va débarquer chez Félix avec son grand voyou de fils, rien va se passer comme prévu. Je sais pas trop quoi penser de cet ouvrage-là non plus. On dirait qu'il y a peut-être des trucs de mauvais goût que j'apprécierais pas tant. Il y a 13 notes avec une moyenne de 3,58. On est encore pas super. Et le dernier des derniers, c'est chez Stock, La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. C'est un récit autobiographique. Donc, l'auteur s'attaque à la relation avec son père ou avec le père en général, l'acceptation de son homosexualité et la dépression dans un violent passage à l'âge adulte. Et ça a l'air intéressant, selon moi, c'est l'ouvrage qui a le plus été noté, 520 notes. Donc, le plus de notes de tout, avec une moyenne de 3,8. Bon, maintenant, on est rendu à la dernière partie, puis je me suis encore fait plaisir, fait que j'espère que vous êtes encore là et que vous avez du plaisir. Donc, avant de vous parler des 8 titres, voici les ouvrages qui ont les meilleures notes de tout. Je vais les mettre ici. J'ai tout compilé ça, là, j'avais un plaisir fou. Voici les ouvrages qui ont les pires notes, donc je vais peut-être mettre les 5 meilleures notes, les 5 pires notes. Voici les 5 ouvrages qui ont le plus de notes, même si ce n'est peut-être pas les meilleurs. Les 5 ouvrages qui ont été le moins lus, dont entre autres un qui n'a pas été lu du tout. Voici tous les ouvrages en fonction de mes intérêts. Donc en vert, en premier, voici tous les livres pour lesquels j'ai de l'intérêt. Par la suite, voici tous ceux que je suis pas sûre. En jaune, c'est comme je sais pas. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis pas décidée, je suis pas certaine. Et finalement, en rouge, c'est ceux que, avec le résumé, je suis comme, je pense pas que ça va me plaire comme ouvrage. Les nominés qu'on va lire cette année. Il y a 8 titres, et voici qui sont-ils? On a Je me souviens de Fallujah de Fura Alani. On a Les conditions idéales de Mokhtar Hamoudi. Tu meurs ou tu tues de Léna Gare. Georgette de Déa Liane, ça c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait une deuxième liste parce qu'il n'était pas sur la première. La colère et l'envie d'Alice Renard. Bombay de Marie Saglio. L'allègement des vernis de Paul Saint-Brie et Les faiseurs d'anges de Martin Van Workens. Donc, en fonction des notes, celui qui a la meilleure note des 8 titres, c'est Bombay, et celui qui a la pire note des 8 titres, c'est Les faiseurs d'anges. Est-ce que mes notes vont avoir un lien avec ça? Peut-être. En tant que quantité de notes, celui qui a été le plus lu, c'est L'allègement des vernis de Paul Saint-Brie. Et celui qui a le moins de notes, c'est Les faiseurs d'anges de Martin Van Workens. Est-ce que ça se peut, il a été moins noté, moins haut aussi dans son pointage, ou est-ce que justement c'est une corrélation de comme les gens l'ont lu puis ils l'ont pas bien aimé, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de notes, on ne sait pas. Et en fonction de mes intérêts, sur les 8 titres, il y en a 4 qui sont dans mes intérêts très haut. Donc, j'ai lu le résumé puis j'étais comme, je veux lire ces titres-là. Je me souviens de Fallujah, La colère et l'envie, Les conditions idéales, Tu meurs ou tu tues. Il y en a 2 que je suis pas certaine d'où est-ce que je me place. Ça va peut-être dépendre de plein de choses, mais
Il y a des thématiques qui me semblaient peut-être pas tout à fait moi ou une manière de traiter un sujet. Donc, Bombay et Georgette. Puis, il y en a deux que je ne pense pas qui vont me plaire. Donc, possiblement que ça serait les 7 et 8 dans mon classement. Les faiseurs d'ange et l'allègement des vernis. Bon, cette vidéo, elle est immensément longue. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit crayon. Non, une pile de livres, parce que, écoute, ça vaut la peine. J'espère que je vous ai diverti, au moins que vous avez découvert des titres qui pourraient vous intéresser, que vous avez mis des titres sur votre pile à lire. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. J'ai publié une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.